Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Aujourd'hui, je profite d'avoir 2 étudiants qui travaillent avec moi pour aborder un sujet qui occupe une grande partie des jeunes aujourd'hui, le marketing d'influence. Je vous propose donc une conversation avec eux pour connaître leur point de vue et voir de quelle façon le marketing durable, la communication responsable, de manière plus globale, le développement durable, les intéresse. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour Diane. Alors je vais vous laisser vous présenter tous les deux, honneur aux filles. On commence par toi Marine. Oui, du coup, je m'appelle Marine Denis, j'ai 19 ans, je suis en première année d'école de commerce à l'EM Normandie, donc au campus de Paris, et je suis actuellement en stage, du coup, chez Dinaco, donc ton entreprise, en tant que community manager. Donc là, je suis à mon 3e mois de stage. Merci. Et toi Samuel ? Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 21 ans, je suis alternant chez Dinaco, chez Diane. Je suis étudiant en école de commerce à Futurae et je crée aussi du contenu sur les réseaux autour de l'univers des mangas. Ça aussi, c'est un sujet que tu connais bien, l'influence, le marketing Okay. d'influence, ou que vous connaissez bien tous les deux, pour avoir souvent les sujets de conversation au déjeuner, pendant les pauses, c'est ça. Alors, quelle est justement votre définition d'un influenceur aujourd'hui ? À partir de quand vous considérez que la personne devient un influenceur ? Pour moi, un influenceur, c'est une personne qui partage publiquement du contenu et à n'importe quelle échelle. Bien sûr qu'en fonction de la taille de sa communauté, le respect et la vision envers la personne jouera, mais peu importe le nombre, cela reste en soi de l'influence. Et toi, Marine, qu'est-ce que tu en penses ? Le métier d'influenceur, c'est un métier quand même qui est assez vaste, hein, la notion en tant que telle, parce que je le vois un peu comme une catégorie, comme le fait d'être ingénieur. Pour moi, ça veut rien dire. Il faut que derrière, il y ait la spécialisation. Donc, quand on parle d'influenceurs, ça peut autant être des acteurs pour moi que des personnes de télé-réalité ou des youtubeurs. Après, c'est vrai que de nos jours, la notion d'influenceur, on est sorti de juste le fait d'influencer, d'agir et d'avoir, de probablement aussi influencer l'achat des individus, leur consommation. Au-delà de ça, c'est devenu un métier et c'est surtout pour englober, je pense, tous les réseaux sociaux, parce qu'on commence à s'y perdre, il y en a tellement, que du coup, c'est devenu un métier et c'est pas juste le terme influencer. Donc pour moi, il y a une véritable différenciation à faire. Et alors, est-ce que c'est un effet de mode ou un métier durable ? Puisque tu dis clairement que c'est un métier devenu à part entière, ce qui n'était pas le cas forcément à mon époque, au démarrage, quand j'avais votre âge, puisque les réseaux sociaux déjà n'existaient pas. J'avais déjà pas de portable ou tout juste, donc forcément, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est un effet de mode ou un métier qui va durer dans le temps ? Pour moi, être un influenceur, c'est devenu un véritable métier. On l'a pu voir récemment avec la nouvelle loi du 9 juin qui a défini enfin ce que c'était être un influenceur. Et non, c'est pas un effet de mode, juste un métier récent qui a du mal à être pris au sérieux. Et je suis sûr que dans un futur proche, cette vision va changer. Alors pourquoi c'est si difficilement pris au sérieux d'être influenceur ? Je pense que c'est le fait que déjà, en fait, on a beaucoup de mal à accepter que c'est devenu un métier et que ça demande une quantité de travail assez considérable. Donc, pour moi, en fait, c'est un métier de cet aspect-là. Et aussi, d'un point de vue, ça demande une certaine stratégie commerciale. L'influenceur doit se vendre lui-même et il est choisi par sa communauté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et puis, je pense que dans un monde où tu es jugé pour tout, en fait, c'est vraiment pas le métier le plus simple. Et après, pour ce qui est de l'effet de mode ou du côté durable, je pense que c'est un peu des deux. Donc, ça donne envie à beaucoup de personnes, en tout cas de nos jours. Mais après, voilà, il faut comprendre que pas tout le monde qui va se lancer va réussir. Et après, du côté durable, je pense que oui, ça va. Enfin, c'est un métier qui va rester et on peut le voir de nos jours. Il commence quand même à se développer d'une certaine façon. Ça va au-delà de juste les réseaux sociaux. Maintenant, les influenceurs créent leur propre marque, ils font leurs livres. En fait, ils se développent vraiment. Et ça prend une toute autre ampleur. Donc, je pourrais pas dire dans 10, 20 ans à quoi ça va ressembler. Mais je suis sûre qu'en tout cas, ils vont prendre les enjeux, prendre conscience du côté durable. C'est quelque chose d'essentiel. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel engouement pour votre génération, la génération Z, versus, exemple, la mienne, la génération X, ceux qui sont nés entre 1960 et 1980 ?
Alors, je pense que tout d'abord avec l'arrivée d'internet, en 89, puis, les premiers smartphones, ensuite Facebook en 2004, ça a fait que tout s'est créé, c'était très soudain et je pense qu'en fait, donc la génération X et la génération Y, qui sont tous les 2 responsables, de cette nouvelle ère, digitale, ont pas du tout pris en compte, en fait, l'impact que ça allait avoir sur la société et ont Et sur les futures oui, sur les générations? futures générations, ils ont pas, ils se sont jamais dit: «Bon, ben, il y aura des métiers qui vont exister, dans ce domaine-là et donc c'est un tout autre univers que nous, génération Z, on est nés dedans, donc on a l'habitude. Pour nous, c'est quelque chose de totalement normal, alors que pour eux, je pense qu'ils ont juste du mal à le comprendre encore et à digérer tout ça, mais ça va aller avec, au fur et à mesure, on va commencer à l'intégrer et là, on le voit, déjà les lois commencent à le considérer un peu plus et on peut appeler ça, un métier, influenceur. Et alors, pourquoi un tel engouement, Samuel, selon toi? Moi, je rejoins totalement ce que disait Marine aussi dans le côté société. Mais j'aimerais revenir aussi sur le côté financier. Je pense que les générations précédentes sont dans le déni ou ne veulent pas s'avouer que cela est un nouveau métier qui rapporte de l'argent. Beaucoup ont la même vision que nos parents disaient, oui, il faut faire de longues études, etc., pour gagner beaucoup d'argent, mais ne veulent pas s'avouer que être influenceur est contraire à cela. L'influence peut rapporter énormément sans forcément être bac+10. Il faut juste être soi-même et créatif. Et pour autant, assez bosseur Assez et bosseur produire du et contenu. voilà, Parce c'est que ça. quand on veut produire régulièrement du contenu, que ce soit de façon quotidienne ou hebdomadaire, il faut... C'est ça, voilà. savoir les codes, les marques, les tendances, etc. Mais c'est plus de longues études où on passait des heures, on va dire, à réviser pour réussir son examen. Donc, ce qui fait que les jeunes ou les très jeunes ou les ados ont envie de les suivre davantage, ces personnes-là, ou de devenir comme eux. Devenir comme eux, oui, je pense, mais il faut pas se dire que c'est un travail facile qui réussit du jour au lendemain. C'est du travail, c'est du montage, de la création, de la créativité, tout ça. Donc ça reste quand même un métier qui demande du travail. Oui, je pense que ça a été idéalisé pendant très longtemps, parce qu'ils se disaient, oui, c'est des personnes qui ont justement pas fait de bac, qui ont pas fait d'études. Du coup, bon, bah, moi aussi, je vais éviter de passer par tout ça, parce que oui, en fait, c'est juste pas du tout la même forme de travail, et il faut en avoir conscience. Donc maintenant, on commence à le comprendre un peu mieux, mais c'est vrai qu'au début, je pense que c'est aussi pour ça que ça avait du mal à être accepté, parce qu'on voyait des personnes qui étaient sur YouTube qui avaient pas fait d'études, donc comment les prendre au sérieux, en fait. Et alors, tous les deux, vous suivez combien d'influenceurs aujourd'hui, Samuel? Énormément. Énormément, c'est quoi énormément? Je pense à une centaine d'influenceurs en soi. Tout ce qu'on suit, que ce soit sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, on suit des influenceurs, on suit des créateurs de contenu. Je ne saurais pas dire le nombre exact. Je les suis en fonction de leur contenu, une passion ou un intérêt commun que j'ai avec eux, ou tout simplement des valeurs que j'apprécie. Et c'est essentiellement sur toutes les plateformes, que ce soit Twitch, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Donc, souvent, l'influenceur est sur plusieurs plateformes en même temps. De nos jours, on va dire que les créateurs de contenu ne se contentent pas d'un réseau, mais là partout. Mais certains se spécifient sur un réseau parce que c'est là où ils ont commencé, ou c'est là où ils ont plus d'attache avec ce réseau social. Et du coup, la communauté qui est rattachée. Et alors, toi, Marine, tu suis combien d'influenceurs? Oui, moi, c'est vraiment la même chose. Je pourrais pas dire combien j'en suis. En fait, je crois qu'on s'en rend même pas compte. Mais en tout cas, je les suis pour à peu près les mêmes raisons. En fait, c'est surtout les valeurs que je pense qu'on va retrouver. Quelque part, c'est une projection de nous en eux ou de ce qu'on aimerait devenir. C'est pour ça qu'on a tendance un peu à les idéaliser ou c'est des influenceurs parce qu'en fait, on veut devenir un peu comme eux. C'est une source d'inspiration. Et donc c'est ça, c'est ce côté très humain que je recherche et cette proximité quelque part malgré le fait qu'il soit derrière un écran. Donc voilà, je pense on peut faire une comparaison aussi avec les chanteurs où on cherche toujours, je pense, ceux qu'on préfère, c'est ceux qui, à travers leurs paroles, on a le sentiment d'être compris. Et donc c'est vraiment la même chose pour moi, les influenceurs. Alors, quand on parle de marketing d'influence, forcément, on a souvent une critique qui vient, qui dit les influenceurs vont prôner la surconsommation, notamment auprès des jeunes. Il y a des partenariats qui sont faits avec les marques. Du coup, ils vont faire de la publicité, vanter les mérites de tel ou tel produit. Et c'est là où on peut être un peu en désaccord ou en écart avec cette notion de marketing durable. Qu'est-ce que vous pensez de cette surconsommation?
Pour le coup, je pense que c'est tout à fait vrai. En fait, c'est une critique qui se vaut énormément. J'ai un exemple qui me vient en tête avec une influenceuse qui s'appelle Shira, qui récemment a dû faire un rappel sur cette normalisation de la surconsommation. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on voit énormément d'unboxing de marques de fast fashion, où on voit des quantités astronomiques de vêtements et enfin, vraiment c'est fou. Et elle, c'est une influenceuse, justement, je l'aime bien à cause de ça, parce que elle met en avant le fait que oui, on peut porter le même t-shirt plusieurs fois d'affilée. Parce qu'en fait, ses commentaires étaient remplis de pourquoi tu t'habilles toujours de la même façon, c'est pas normal. Aussi, on commençait à l'insulter en disant qu'elle était pauvre, ce qui est, enfin, c'est dément. Déplacé. Voilà, c'est super, c'est déplacé. Et donc, du coup, elle a dû parler de ça, en fait, et expliquer un peu à sa communauté que c'était pas des choses normales, en fait, et que la surconsommation, c'était quelque chose qu'il fallait éviter. Donc là, je pense que les gens commencent à le comprendre de plus en plus. Les célébrités aussi font attention à la façon, enfin, l'image qu'elles montrent, comment elles s'habillent. Elles commencent à remettre les mêmes vêtements, justement, peut-être pour éviter ce malentendu. Alors, est-ce qu'elle était prête à perdre les personnes dans sa communauté en affirmant ce point de vue-là? Oui, je pense tout à fait. Dans tous les cas, c'est des personnes, je suppose qu'elle ne voulait pas forcément avoir dans sa communauté, parce que s'ils sont là pour juste répandre des choses fausses, premièrement. Et en plus, c'était dit sous un ton assez violent quand même et péjoratif. Donc, ça vaut pas le coup de les garder dans sa communauté. Il vaut mieux en avoir une plus petite. Et alors toi, Samuel, qu'est-ce que tu penses de cette surconsommation? Moi, je vais plus parler dans l'univers de la nourriture ou de l'eau, contrairement à Maureen qui parlait du textile. Et je pense que oui, il y a énormément de surconsommation, notamment avec les trends TikTok qui sortent tous les jours. Et elles sont nombreuses et la surconsommation est notamment due à ça, avec la nourriture et l'eau. Je prends l'exemple du drama très récemment de Alan Food, qui est une personne qui mange énormément, qui consomme 20 burgers et tout ça pour faire des vues. Et en fait, il gâchait la nourriture, il mangeait, il recrachait. Donc oui, c'est de la surconsommation, tout ça pour faire des vues. Et donc là-dessus, il a été Il a démasqué. été démasqué et maintenant Et critiqué. C'est ça, il se prend le revers de la médaille de son industrie, on va dire. Et là, ça ne finit pas depuis une semaine. Ça Il perd perd beaucoup énormément de personnes dans de notoriété. Voilà, et d'image et de crédibilité, c'est tout ça. simplement. Je pense clairement que là, c'est l'idée, c'est fini. Donc ça signifie que potentiellement les influenceurs peuvent avoir un rôle vis-à-vis du développement durable et de la RSE, puisque là on parle de surconsommation, ou du côté un peu fake de l'exemple que tu viens de citer, Samuel. Quel rôle doivent avoir les influenceurs sur ces sujets-là? Alors, En vrai, je ne pense pas qu'ils doivent avoir un rôle spécialement concernant le dérèglement climatique, etc. Bien sûr, il faut qu'ils respectent l'écologie, qu'ils se sentent concernés par le dérèglement climatique, etc. Mais on ne va pas les forcer à être 100% éco-friendly, car ce sont des influenceurs. oui, en fait, j'ai aussi rajouté le fait que maintenant, il faut qu'ils choisissent bien leurs sponsors en fonction de l'image qu'ils veulent renvoyer. Parce que donc, si je retourne à cet exemple un peu de fast fashion, donc on peut, je vais utiliser l'exemple de Shein parce que c'est celui qui a été le plus dénoncé au cours de ces dernières années. Donc, on voyait énormément de trends là-dessus. Donc, je pense en fait, donc, la sponsorisation, c'est quelque chose de tout à fait normal. Au bout d'un moment, dans la vie d'un influenceur, il va être obligé de passer par là. C'est sa façon d'être rémunéré. Donc, maintenant, il faut qu'il réfléchisse à quel sponsor il va choisir. Revenir aussi sur l'idée donc, du contenu qu'il va proposer, parce qu'aux États-Unis, on a pu voir ces dernières années beaucoup de. Enfin, il y avait à un moment donné une mode, c'était couper des écouteurs filaires des gens dans la rue pour leur faire un peu une blague et après leur offrir des AirPods, donc avoir leur réaction. Mais en fait, au final, ça n'avait aucun intérêt parce qu'ils avaient déjà ils avaient de quoi s'acheter des écouteurs filaires. Donc certes, les AirPods, c'est quelque chose d'au-dessus qui a une plus grande valeur, mais c'est pas une raison pour gâcher une paire d'écouteurs qui marchait tout à fait bien. Et quitte à offrir des AirPods, autant en offrir à quelqu'un qui a réellement pas les moyens en fait d'en acheter. Et voilà, et après aussi lors de la création de leur marque, parce que ça se fait de plus en plus, où ils créent leurs habits, penser en fait déjà où est-ce qu'on va produire nos vêtements, donc Europe et au mieux la France, et aussi à qui va les produire. Donc ça, c'est plus d'un point de vue de la RSE. Est-ce que à qui j'ai envie de demander, comment je vais les payer et leur travail, enfin leurs conditions de travail. Ça, il faut penser à toutes ces choses-là qui vont avoir un impact sur le long terme sur leur business, parce que quelque part, oui, c'est une entreprise en fait qui fonde.
Et c'est même pas que, on va dire, pendant la création de marque, mais aussi l'environnement de vie des monteurs, du cadre de travail, du matériel, de la création de contenu. C'est plus que sa marque, c'est vraiment tout son univers qui doit être représenté en bien et permettre aussi à ses employés, en soi, de mener un cadre agréable de travail. Alors ça, c'est le cas quand il crée sa marque, mais c'est aussi le cas de la part de nombreuses entreprises qui choisissent aussi des influenceurs en lien avec des valeurs, en lien avec le type de contenu et la droiture, en tout cas, qui peut être respectée. Et donc, un certain nombre d'éléments qui peuvent être de plus en plus liés avec la RSE ou les règlements climatiques ou le développement durable de cette façon-là. Les marques, elles choisissent de plus en plus très précisément leurs influenceurs et je crois même qu'il y a maintenant une période d'essai pour les influenceurs concernant leur partenariat avec la marque pour bien dérouler s'il n'y a pas de drama ou autre chose, pour vraiment que l'influenceur soit vraiment rattaché à l'image de la marque. Oui, c'est une extension du collaborateur de l'entreprise, puisqu'il y a l'image redonnée, mais sur une communauté bien plus importante et bien plus puissante. Et est-ce que vous seriez prêt à arrêter de suivre un influenceur, alors c'est peut-être déjà arrivé, s'il ne respecte pas les enjeux actuels liés au dérèglement climatique? Alors du coup, oui, je sais pas forcément citer les influenceurs, mais je l'ai déjà fait. Ça a été le cas avec notamment un groupe d'Américains que je suivais. C'est vrai qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'ils sont encore dans cette de clickbait. Donc c'est vraiment chercher ce qui va faire le plus de contenu, le plus de buzz, quitte à mettre en péril déjà leurs valeurs personnelles, puisqu'on peut voir qu'au quotidien, ils sont pas forcément ce qu'ils représentent sur YouTube. Mais en attendant, c'est l'image qu'ils vont donner à plein de jeunes, certains qui peuvent être très influençables. Et du coup, voilà, donc en fait, j'en ai arrêté de suivre quelques-uns parce que ça correspondait plus du tout à ce que je voulais voir. Et j'aimais pas ce qu'ils montraient. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'unfollow un influenceur par ses actions malveillantes envers les animaux, tout simplement la planète. Est-ce qu'il y a des influenceurs qui peuvent vous inspirer? Au contraire, là, on a cité ceux que vous décidez de ne plus suivre. Est-ce qu'il y en a justement qui vous inspirent avec quelques exemples, soit d'influenceurs, de non d'influenceurs, ou soit par rapport à un contenu qui vous a marqué? Alors, moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Greta Thunberg. Je pense que c'est un peu la personne en tête du mouvement réchauffement climatique. Oui, en fait, elle lutte contre tout ça depuis le début. Elle a toujours osé montrer qui elle était d'être et ce qu'elle voulait dire, quitte à se prendre plein d'insultes, parce qu'au début, c'était très, très difficile pour elle. Ensuite, il y a Prince Ye, qui est un influenceur américain, donc il est assez connu quand même aux États-Unis. Et lui, son contenu, donc c'est un mélange entre le rap et la poésie. Donc j'aime beaucoup, c'est super agréable à écouter. Et un de ces sujets qu'il met en avant, c'est justement réchauffement climatique. Après, il aborde aussi l'éducation. Donc il y a énormément de choses qui sont... Enfin, il fait du contenu très intéressant. Et je pense que c'est pas mal parce que c'est facile à écouter, en fait, et ça parle à tout le monde. Donc je trouve ça génial qu'il y ait des influenceurs qui se démarquent un peu des autres. Et puis après, si on retourne sur le YouTube français, je parlerai de Léna Situation, de Seb, de Chéra pour revenir à elle, même Hugo Décrypte. Parce que c'est des influenceurs qui ont su s'adapter en fait à l'ère du temps et qui ont su comprendre les erreurs qu'ils avaient fait dans le passé. Ils n'ont pas toujours été parfaits. Même là, leur contenu n'est pas uniquement centré sur le développement durable, voire pas du tout. Mais on peut voir qu'ils commencent à proposer quand même des vidéos en fait dessus. Seb, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il a fait un documentaire sur la fonte des glaciers. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'il sait qu'il a assez suivi. Et c'est des documentaires qu'on va pas forcément aller regarder. En tout cas, je sais que ma génération va pas toujours se dire bon, je vais me regarder un documentaire maintenant. Mais du coup, c'est vrai que ça sort sur YouTube par un influenceur qu'on connaît. On va se dire bon bah ok, ça peut être intéressant s'il en parle, c'est que vraiment il faut agir sur ce sujet-là. Donc je trouve ça assez génial. Il y aura ce côté non médiatisé comme on a dans les commentaires de la télé. Et justement, on pourra plus s'identifier à la personne et comprendre mieux le sujet. Mais si je dois développer un peu plus, je suis EcoTalk France, qui parle d'actions pour sauver la biodiversité et dénonce celle aussi contre le dérèglement climatique. Mais il y a d'autres influenceurs à plus petite échelle. Par exemple, je n'ai pas de nom, mais des types de contenus de la seconde main, pour promouvoir la seconde main, pour promouvoir les friperies. Je trouve ça super intéressant qu'on n'est plus justement sur de la fast consumption comme on avait avec Shane, mais là justement ils promouvoient des petits magasins pour aider la seconde main.
Donc ça, vous êtes sensible, Mm. du coup, à ces actions-là, potentiellement à votre future consommation. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, quelles sont les actions que les influenceurs devraient mettre en place pour impliquer davantage leur communauté? Alors, pour moi, ils devraient être porteurs de mouvement. Donc, après ça dépend desquels. Ils peuvent pas tous l'être, mais là, je pense surtout à Greta, du coup. Et inciter aussi quelques actions, que ce soit des petites vidéos assez courtes ou des instants, mais juste montrer que dans leur quotidien, eux aussi appliquent ça, eux aussi débranchent leur prise de temps en temps, ou éteignent leur lumière, ou achètent en friperie aussi, ça peut être bien de l'exposer. Je pense aussi à un événement Global Citizen qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça sur Paris. Et en fait, donc là, c'est des influenceurs. Est-ce qu'on peut les définir comme des influenceurs? Ça dépend. Mais c'est des chanteurs, en fait, qui ont un impact, une communauté très, très grande. Et le fait qu'ils participent à ce genre d'événement, c'est assez beau parce que du coup, ils entraînent toute leur communauté. Donc, ça peut aller jusqu'à des milliards, en fait, d'abonnés. Et donc, ça donne envie de prendre action avec eux. Et ça, c'est des choses qui devraient être normalisées, en tout cas pour eux, parce qu'à partir du moment où tu sais qu'il y a des personnes qui vont t'écouter au quotidien, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Et même si c'est difficile à porter, c'est une responsabilité qui va avec le métier de l'influence. L'influenceur peut aussi interagir avec sa communauté grâce à ça. Je prends l'exemple, en ce moment, il y a un nouvel outil Instagram qui s'appelle le canal de diffusion, où il y a plus de proximité avec l'influenceur a plus de proximité avec ses abonnés, et on peut diffuser des messages concernant l'environnement, ou même des créations de contenu tout court. Je prends l'exemple d'Inostyle qui a essayé de faire le Guinness record de la plus grande clean walk de mégots dans France. Donc, il a fait dans 13 villes de France, etc. Il avait fait une première édition que sur Paris. Il l'a renouvelé, il a battu le record du nombre de mégots ramassés dans la France. Donc, il y a plein de sujets où même, par exemple, l'influenceur peut aussi créer du contenu sur réduire son impact écologique. Par exemple, les mails, on peut très bien créer un contenu en regardant en triant ses mails et en les supprimant, et ça permettra de créer un contenu divertissant et aussi un impact sur l'écologie, sur le mouvement durable. Alors pour le coup, il faut faire attention à la création de contenu et pas trop de vidéos, parce que la vidéo, forcément, ça a plus de poids en numérique responsable et en effet de gaz à effet de serre qu'un podcast, par exemple, qu'un côté audio. Et pour autant, on sait bien que votre génération, vous êtes ultra sensible aux vidéos, et c'est pour ça qu'il y en a autant qui se créent. Donc il y a aussi une action, j'imagine, à mener là-dessus de la part des influenceurs, de faire attention au type de contenu à diffuser. Ça, je pense qu'on n'en est pas encore prêt. Non, c'est vrai que c'est assez paradoxal de voir des influenceurs qui parlent. C'est pour ça qu'en fait, ils peuvent pas encore se le permettre aujourd'hui, parce que je pense qu'ils en ont conscience quand ils font des vidéos de 40 minutes, ça va être assez lourd après d'un point de vue écologique, que ça pollue énormément. Donc, ils peuvent pas avoir cette image 100% écolo. En tout cas, ça va vraiment dépendre desquels. Mais maintenant qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux et qu'on s'ouvre à des contenus. Alors, la mode en ce moment, c'est les reels ou les vidéos, donc ça, c'est pas terrible. Mais je pense que ça va bientôt rechanger vers un format plus concis. Et il y en a beaucoup qui se tournent aussi vers les podcasts. Donc ça peut être le futur de l'influence. Oui, mais au final, ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'ils ont beau faire sur le podcast, mais ils continuent à faire des vidéos YouTube, ils continuent à faire des TikTok, ils continuent à faire des stories Instagram. Donc, ils proposent plus de contenu, mais même s'il y a un contenu qui est plus écologique qu'un autre, au final, ils proposent dans plusieurs palettes des réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça que je pense que... Alors, aujourd'hui, c'est nécessaire d'être sur plusieurs plateformes, parce qu'ils sont contenus... Je pense que les youtubeurs, ils sont initialement connus sur YouTube, du coup. Et maintenant, ils proposent des podcasts, mais au fur et à mesure, il y aura une transition où ils vont arrêter de faire des vidéos YouTube. Et, au moins, peut-être. Oui, au moins, et se tourner vers des podcasts ou faire quelques stories. Et puis après, dans tous les cas, ça reste nécessaire, en fait, parce qu'on est dans un monde très digital, donc on a besoin d'avoir du contenu pour nous montrer ce qui va pas, sinon on a facilement tendance à l'oublier ou on n'a pas envie d'y penser au quotidien. Donc c'est important d'avoir des piqûres de rappel comme ça au cours de la journée, de voir une vidéo dessus. Voilà, mais c'est vrai que ça mène à réfléchir. Alors, est-ce qu'on peut devenir influenceur en parlant que du marketing durable? Je pense au podcast Marqueur, qui est dans une audience ciblée
peut faire de l'influence sur le marketing durable, mais ne va pas toucher excessivement d'autres secteurs comme hors du digital, par exemple. Je pense par exemple à des artistes, à des primeurs, des commerçants qui n'ont pas de site web. Je ne pense pas que ce sujet-là va les toucher, mais par exemple des étudiants, on peut être sensible à ce sujet. Oui, exactement. J'ai pas grand-chose à rajouter dessus, mais je pense que ça va se faire et ça va se développer de plus en plus. Mais oui, en tous les cas, c'est un sujet qui va rentrer dans, Dans l'air du temps, un peu plus que, en tout cas, pour attirer plus la jeune génération, que là aujourd'hui où effectivement ma cible n'est peut-être pas celle-ci que j'imaginais, mais faut peut-être que j'adapte mon contenu de podcast sur la thématique pour inciter aussi les jeunes à avoir cette écoute-là d'un point de vue business. Oui, je pense. Oui, je pense qu'en fait, ce serait assez essentiel parce que c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui va être abordé dans nos cours. En tout cas, dans ceux que je reçois depuis toujours, certes, on en parle un peu, mais il n'y a pas d'action concrètement à mettre en place, en fait. Donc, on est au courant, mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question qui reste sans réponse. Donc, ce podcast ou d'autres podcasts de ce genre-là, en fait, devraient se développer et peut-être Ou être diffusés dans les cours, c'est ça? Dans les écoles. Exactement, en tout cas, proposer d'écouter ça, au moins en parler, ce serait déjà un bon départ. C'est vrai que forcément, à mon époque, en école de commerce, déjà, on parlait pas du digital, donc encore moins du durable. Mais pour autant, pour moi, je suis convaincue que on doit parler de cours de finance ou de compta en ayant à l'esprit la finance durable. On doit parler d'un cours des achats en parlant des achats responsables. On doit faire un cours de management en ayant ce volet RH, inclusion, diversité, etc. Et évidemment, les cours de market ou de com c'est induit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté un cours de RSE ou du marketing durable. On aborde la matière et à chaque sous-catégorie, on aborde l'axe durable ou l'axe responsable. Oui, c'est ça, on n'est pas là à dire que ce serait un thème ou un sujet principal, mais en revanche, oui, l'option en plus qu'on rajoute dans nos cours, ça nous fait du bien à nous pour l'avenir, et même savoir ça, c'est de la culture, quoi. La culture marketing ou communication. Oui, qui doit devenir innée ou induit. Une habitude, c'est ça. C'est clair. Est-ce que, alors tout à l'heure, Samuel, tu as parlé d'une loi du 9 juin 2023. Est-ce que ces nouvelles réglementations auront un impact sur l'avenir du métier d'influenceur? Pour la redéfinir, c'est une loi qui vise à encadrer l'influence commerciale et lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc, pour donner un peu des exemples, ce serait quand on parle par exemple de Photoshop, parce que c'est quelque chose qui fait énormément, donc ça peut être compréhensible, mais c'est vrai que quand on est jeune, on grandit encore, on n'a pas forcément super confiance en soi, et donc voir des personnes photoshopées, ça n'aide pas forcément. Du coup, c'est une loi qui pousse à indiquer le fait que oui, il y a eu un Photoshop derrière, donc la personne n'est pas exactement comme ça. Après, le Photoshop, dans tous les cas, c'est vrai que ça a fait polémique parce que c'est pas uniquement sur le physique d'une personne. Donc, quand tu travailles dans la photographie, ça peut être quand même problématique de devoir l'indiquer à chaque fois. Et ensuite, il y avait aussi sur tout ce qui était partenariat, il faut préciser quand on est en train de faire une petite publicité. Et puis aussi sur la chirurgie esthétique, donc ça c'est pareil, c'est toujours cet aspect de... les réseaux sociaux, ça touche des personnes de plus en plus jeunes, donc on grandit avec. Et il y avait eu des personnes, des influenceurs de télé-réalité qui prônaient la chirurgie esthétique d'une façon ou d'une autre et qui n'était pas forcément nécessaire, donc sur des parties du corps qui ne devaient pas forcément être touchées. Et aussi de la chirurgie esthétique qui pouvait parfois être dangereuse parce qu'elles ne sont pas toutes sans conséquences. Et du coup, voilà, donc ça vise à réglementer tout ça et à permettre d'éviter tout ce qui est arnaque et autres. Est-ce que toi, Samuel, oui, tu penses à d'autres choses? Je rejoins totalement ce que Marine disait. Et pour moi, oui aussi, je pense que il va avoir un impact, mais positif dans le bon sens. Ça va permettre de trier ce qui est mauvais et bon influenceur, surtout les arnaqueurs, comme disait Marine, comme certains influenceurs de télé-réalité. Et justement, il y a eu une interview il n'y a pas si longtemps d'une influenceuse de télé-réalité qui disait qu'avant cette réforme, elle touchait entre 35 000 à 40 000 euros par mois.
Et maintenant, depuis ça, elle ne touche que 5 000 euros. Alors, elle était réaplanie Réaplanie. par rapport à une vérité ou une équité C'est ça. du discours, de partenariat, d'échange ou de publicité mensongère, tout simplement. C'est ça. Et je pense que même maintenant, les marques vont de moins en moins faire confiance à ces personnes-là et vont plus se tourner justement vers des créateurs de contenu type youtubeurs, streamers, etc., qui, eux, ne mentent pas sur leur valeur ou qui sont juste eux-mêmes, tout simplement. Alors ça, c'est aussi lié potentiellement à une volonté d'avoir toujours de plus en plus d'abonnés, de followers, une communauté énorme, mais c'est pas forcément une communauté fiable ou réelle. Et les marques sont de plus en plus sensibles à des micros ou des nano-influenceurs plutôt que les big où finalement l'influence n'est pas réelle par rapport à leurs produits et leurs marques ou discours qui seront tenus. Oui, la communauté, ça fait tout, en tout cas, chez un influenceur, en fait. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son contenu. Et dès lors qu'on a choisi un camp, quelque part, ou une optique, ça va définir toutes les personnes qui vont te suivre et la façon dont ton influence va grandir. Donc, oui, c'est quelque chose que les marques prennent en compte. Et c'est de plus peut-être des plus petits influenceurs comme des nanos qui ont un meilleur taux d'engagement que des big influenceurs qui, eux, ont généralement, la plupart, surtout en télé-réalité, ils ont eu beaucoup de comptes fantômes. Donc, ils achetaient des abonnés pour monter leur stats. Et c'est vrai que je crois qu'il y a eu un débat il y a une ou deux années avec Nabila qui avait eu 100 000 ou 200 000 followers fantômes qui n'existaient pas dans sa communauté. Comme à l'époque avec Facebook où il y avait des abonnés, pareil, qui étaient en faux compte. Maintenant, il y a une suppression. En tout cas, ça fait aussi partie de l'éthique d'une marque d'être attentif à ça. Même des réseaux sociaux. Maintenant, avant, on essayait de passer. Maintenant, il y a vraiment, je dirais, un tri une fois par mois ou tous les 2 mois où ils te filtrent tes abonnés et ils font disparaître les faux comptes. Donc, ça permet aussi à l'influenceur d'être à jour automatiquement sur ses abonnés et savoir vraiment si c'est vraiment une vraie base, une vraie fan base ou juste. C'est pour ça que Elon Musk, initialement, il n'avait pas voulu racheter Twitter parce qu'il s'était plaint du nombre de faux comptes. En fait, il y avait énormément de robots et ou de personnes. Enfin, oui, c'est des abonnés que tu achètes. Et ça, c'était assez problématique. Mais bon, on va pas forcément revenir dessus. Alors, on peut en tout cas switcher, si on parle de bots et de robots, on peut switcher sur les IA qui maintenant commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. On en parle énormément. Et comment on peut réussir à trouver le vrai du faux sur le type de contenu, que ce soit du contenu texte ou du contenu visuel, et de dire est-ce que c'est finalement l'influenceur qui est derrière? Est-ce qu'il va se switcher avec une IA et finalement vous ou les plus jeunes encore vont suivre des influenceurs en pensant que c'est une vraie personne et vont se rendre compte finalement que c'est une IA derrière qui a fait tous les bons algorithmes pour attirer un maximum de communautés. L'aspect visuel du contenu, on va essayer de préserver l'identité du créateur de contenu. On voit souvent ça même dans le rap ou autre chose que maintenant on essaie de se cacher et plus se montrer. Mais à la fin, la créativité, la meilleure reste humaine. De toute façon, l'IA ne sera pas là ne sera pas là à développer une véritable créativité, alors qu'un humain sera toujours là pour améliorer et développer des nouvelles choses. Mais il y a notamment beaucoup d'influenceurs virtuels maintenant qui sortent comme Lil Miquela, qui est une influenceuse sur Instagram et qui n'existe pas, et qui a fait des shootings photos pour des marques comme Calvin Klein et autres, ou avec des chanteuses comme Dua Lipa. Non, je pense pas que ça va perdurer dans le temps. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui va être durable. En tout cas, je l'espère. Parce que y a pas ce côté humain, en fait, dont on a besoin. Donc, certes, au début, c'est un peu, voilà, c'est stylé. Tu te dis, bon, ok, c'est tout nouveau. Tu as envie de découvrir ce monde-là, voir jusqu'à où la science peut aller. Mais en fin de compte, déjà, ça fait un peu peur à la plupart des gens. Et en plus de ça, là, par exemple, Mathieu, qui est un youtubeur, il parle énormément des sujets comme la dépression. Et c'est quelque chose c'est des sujets dont on a besoin d'en parler. Et les IA ne sont pas capables, en fait, d'aborder des sujets aussi sensibles.
et de créer un lien humain avec La communauté. sa communauté. Donc, les IA, c'est Alors, est-ce que les important. influenceurs peuvent s'aider des IA pour créer du contenu? Oui, Oui, certainement, ça c'est sûr. Ils le font déjà, par exemple, les sous-titres automatiques, des IA font, que ce soit même pour du montage ou pour la création visuelle. Ils le font essentiellement aussi leur temps de travail. Mais oui, je pense que les IA, là, pour le coup, ça va être un effet de mode. Ça va pas Il faudra juste faire attention à tout ce qui est fake news, etc. Parce que c'est vachement facilité par maintenant on peut faire il y a des chanteurs qui font des fausses covers en fait grâce aux IA. On reproduit le son de leur voix. Il y a aussi tout ce qui est les photos en fait ou vidéos. Donc surtout en période d'élection présidentielle, on avait pu le voir l'année dernière avec Macron, il y avait eu énormément. Donc ça peut être drôle sur une courte période, mais à la longue, ça peut être assez nocif en fait pour la confiance au sein de la société. Ou de savoir, est-ce que la vidéo qu'on voit rapidement sur Twitter, d'où elle vient, c'était déjà le cas, en fait, de garder cet esprit critique, ou en tout cas de vérifier ses sources. C'est un peu ça. Alors, si on aborde le sujet du podcast Marqueur ou du nom Marqueur, qui aborde le marketing durable avec le cœur, puisque le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nom, ça, à tous les deux? Vous qui m'avez vu tous ces dernières semaines, ces derniers mois, avec ce lancement de podcast. Alors, marqueur, ça me donne envie d'agir, d'adopter. Déjà, j'ai adopté quelques éco-gestes, notamment celui des emails. C'est quelque chose dont je n'étais absolument pas consciente. Donc maintenant, je fais attention à trier ou à pas en envoyer qui sont avec utiles, en des fait. pièces jointes, par Oui, exemple. voilà, essayer de les alléger. Et après, j'ai eu la chance aussi d'en écouter pas mal en avant-première avec les invités et que j'ai trouvé super intéressant. Donc, je pense que ça peut apporter beaucoup. Donc, moi, marqueur, c'est plus l'espoir. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Oh, c'est mignon. Merci. Je rejoins Marine totalement là-dessus. Moi aussi, ça m'a permis de faire des gestes comme convertir chaque fichier, que ce soit une image, un PDF, pour Les compresser. les emails. Ça, tu vas être formaté. Ça, c'est passé par la patte chez Diane, c'est mort. C'est inscrit en moi. Mais oui, surtout, ça m'a fait prendre conscience qu'en soi, le digital joue un rôle important dans le développement durable et climatique. Et c'est pas parce qu'on est dans on va dire un monde virtuel avec Internet que ça n'impacte pas notre planète. Faut prendre conscience que même si on envoie un email et on ne le voit pas, ça touche un côté carbone pour la planète. Et on commence à en parler de plus en plus, le numérique responsable, ou en tout cas l'importance du digital. Et c'est vrai qu'on a tendance à utiliser de plus en plus le digital, les vidéos. Alors forcément, là, sur notre sujet des influenceurs, c'est majoritairement beaucoup de création de contenu qui pèse beaucoup de poids. On en parlera peut-être un jour, un influenceur qui marquera les esprits sur cette thématique-là. Un autre éco-geste que vous aimeriez partager, que vous faites peut-être au quotidien? Moi, je fais plein de petites choses, on va dire, que je trouve naturelles et pas forcément important. Mais moi, je fais au quotidien, à chaque fois que je sors de ma chambre, je sors de chez moi, je vais dans les multifrises. Dans les petites actions qui devraient être normalisées, comme le fait si on peut marcher pour aller quelque part ou prendre le vélo, on le fasse de prendre la voiture. Donc les prises, les lumières, trier les déchets aussi. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais depuis toute petite parce qu'en primaire, on m'avait fait construire une boîte pour trier pour pouvoir recycler les ampoules et les piles. Et c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir chez soi, en fait. Et après, je pense que maintenant, j'ai eu une prise de conscience surtout sur les vêtements. Parce qu'on est tous passés par je veux refaire ma garde-robe, c'est l'été, il faut que je me rachète des vêtements, etc. Et donc là, j'essaie de moins surconsommer et aussi de bien choisir en fait les sites sur lesquels je vais commander, m'assurer qu'ils ne vont pas être exportés de Chine jusqu'ici, parce que le trajet peut être assez long et polluant. Et c'est pas toujours évident. Il y a un dilemme là-dessus parce qu'il y a le prix face à la provenance. Oui, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les moyens. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à la voiture, moi je fais un autre éco-geste que je trouve ça totalement logique, c'est prendre le train quand je me déplace en France et pas favoriser l'avion pour gagner quoi, une demi-heure, 1 heure, alors que
En soi, ça équivaut à la même chose, le temps qu'on embarque, l'embarquement, l'atterrissage, etc. Ça prend autant de temps que prendre un train dans la même durée. C'est juste plus rapide en soi, mais côté écologique, c'est beaucoup plus agréable pour la planète qu'on prenne un train. Donc des éco-gestes qui vont devenir au final totalement naturels ou ancrés un peu dans vos esprits pour les jeunes générations, où on devrait aussi le faire dès le primaire, c'est ça? Oui, ça va rentrer dans l'éducation. L'éducation à la maison, mais l'éducation À la aussi maison, à l'école. Scolaire, comme on a fait les études de cas, comme on a fait par exemple quand on a présenté le numérique responsable à une école des primaires récemment, où on a aidé une classe à comprendre que le téléphone faisait 4 fois le tour du monde avant d'atterrir dans nos mains. Les matériaux qui sont jetés dans une charge nationale, même mondiale. Donc oui, il faut faire comprendre à la jeunesse, dès le plus jeune âge, directement que ça a un impact sur nos vies et nos futurs, que ce soit pour, même s'ils n'ont pas encore l'âge de nos enfants, nos petits-enfants, etc. C'est l'avenir qui est en jeu. Vous êtes convaincus tous les deux. On va espérer que l'ensemble des auditeurs, s'il y a d'autres étudiants qui nous écoutent, qu'ils soient convaincus également et qu'il y ait ce partage de bonnes paroles et des gestes utiles pour la planète et pour notre avenir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Samuel, merci Marine. Merci à toi. Un vrai plaisir d'avoir échangé sur ce sujet. À bientôt. Bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.